Bonjour à tous, donc dernière partie de ce cours sur les capteurs. Après ce cours, je rappelle que viendra quelques transparents sur les chaînes d'acquisition et puis on aura fait le tour sur tout ce cours assez grand qui va du capteur jusqu'à l'acquisition en passant par les convertisseurs analogiques numériques. Donc cette dernière partie, elle consiste à voir quelques exemples de capteurs avec leur fonctionnement physique et puis pour tel ou tel type d'application, qu'est-ce qu'on peut retrouver comme type de capteur? C'est bien sûr pas exhaustif, hein, le monde des capteurs est très très vaste, et puis entre les capteurs qui sont classiquement utilisés pour des applications courantes et puis ceux qui sont utilisés pour des conditions extrêmement particulières, soit des conditions de fonctionnement ou donc des valeurs très précises, il y a énormément de choix, et donc ça n'aurait pas de sens d'essayer de balayer tous les capteurs qui existent. Alors, donc quelques exemples utilisant l'effet résistif d'un point de vue physique. On en a déjà un petit peu parlé, donc c'est en optique. Donc il existe des photorésistances, dont vous avez une illustration sur la droite. Ces photorésistances, elles sont basées, c'est juste du silicium, intrinsèque, c'est-à-dire pur, avec un petit serpentin là, donc c'est une résistance de silicium. Lorsqu'on est en obscurité, le silicium, alors de manière globale, c'est du silicium non dopé, hein. Donc lorsqu'on est en obscurité, ça veut dire que la quantité d'électrons et de trous, elle est identique et elle est relativement faible, ce qui fait que la résistance est très grande. Donc si vous vous rappelez le cours sur les semi-conducteurs, un semi-conducteur non dopé a une résistance qui est intermédiaire entre un conducteur et donc un isolant, en étant d'ailleurs plus proche presque de l'isolant que du conducteur. Si on éclaire la structure, il y a des photons qui vont être absorbés dans ce semi-conducteur, et donc vous allez avoir une création de paires électrons-trous, donc une augmentation de la densité d'électrons et de la densité de trous ainsi créés, et si vous rajoutez des électrons et des trous, c'est que vous diminuez la résistance. Donc vous passez d'une situation en obscurité avec une résistance typiquement de 1 mégohm, avec un éclairement assez standard, ambiant on va dire, de l'ordre du kilo-ohm. Donc entre les deux, vous avez toutes les variations possibles et ça vous permet de revenir à l'éclairement juste en analysant la variation de cette résistance. Donc les montages qui sont mis en œuvre après ces photorésistances, il faut forcément une source de tension et une résistance pour polariser votre photorésistance. Et puis vous pouvez prendre la tension aux bornes de cette résistance de polarisation et qui vous permet d'avoir une image du courant. Donc indirectement, vous pouvez après faire V sur I. Deuxième exemple d'effet résistif qui est mis à profit, c'est toujours dans l'optique, mais c'est pour détecter, alors ça, très souvent, des rayonnements infrarouges. Donc il y a les détecteurs quantiques qui sont basés sur des photodiodes, et puis il y a les bolomètres que je vais vous présenter ici rapidement. Donc l'idée c'est que on vient absorber le flux optique, très souvent infrarouge, sur un réseau de résistances. Et donc du coup, les résistances, comme elles absorbent de l'énergie, elles vont avoir leur température qui vont augmenter. Et donc on vient détecter la variation de la résistance. Et on en revient à la variation de température. Et cette variation de température va être reliée à cette variation de flux optique. Donc là, c'est une mise en cascade en fait de capteurs. Ça arrive assez fréquemment qu'on mette en cascade comme ça des capteurs un petit peu différents. D'autres exemples d'utilisation d'effets résistifs. Alors, dans les mesures de température, il y a des sondes qui sont extrêmement précises sur des petits domaines de température donnés. Ce sont des sondes utilisant un matériau particulier. Donc, pour les 100 degrés, pour une température de 0 degré, c'est les sondes dites PT100. Donc, PT, c'est pour dire que c'est le matériau est du platine, et 100, c'est pour dire que donc vous avez à 0 degré une résistance de 100 ohms. C'est des mesures très précises que vous faites avec ça, et puis après il y a des lois de correction, donc si vous écartez un petit peu de ce domaine. Autre application des effets résistifs, vous avez les positions linéaires ou angulaires qui peuvent être mesurées, acquises avec un capteur qui utilise un effet de potentiomètre, donc soit sur un potentiomètre en rail, donc pour une position linéaire, ou sur un disque, et puis en utilisant un pont diviseur de tension, on arrive à retrouver à peu près par exemple la position. Enfin, vous avez les jauges de contrainte. Donc ces jauges de contrainte,
eh bien, il en existe d'abord une variété incroyable. Donc, le but, c'est de mesurer une déformation. Donc, ces jauges-là, la plupart du temps, elles peuvent être collées sur des matériaux. Et puis, comme ça, on vient voir les déformations dans tous les sens, avec toutes les origines. Donc, ça peut être des déformations qui sont en élongation ou en compression, dans une direction, dans deux directions, dans trois directions. Ça peut être des déformations de torsion, donc avec des mouvements circulaires. Et ça peut être des déformations sur des surfaces qui ne sont pas planes également. Donc là, vous avez quelques exemples de structures en jauge de contrainte. Celle qui est encadrée en jaune, par exemple, est constituée d'un élément résistif qui fait un petit serpentin. Donc l'intérêt du serpentin, c'est d'augmenter donc la résistance dans une direction si jamais on étire cette jauge de contrainte. Donc là, typiquement, si on l'étire de manière horizontale, eh bien, chaque grand côté du serpentin va être allongé, donc ça se cumule, et donc la résistance globale va beaucoup varier. Vous voyez qu'il y en a différentes formes, notamment la valeur juste en dessous, enfin la jauge juste en dessous qui est Q, c'est en arc de cercle, donc ça va être plus pour des déformations dans des mouvements de torsion. Donc bref, ce qu'on vient faire ici, c'est qu'on vient regarder la variation de la résistance par rapport à la résistance initiale, et ça va nous permettre de retrouver la variation de longueur par rapport à la longueur initiale. Donc, ce qui va caractériser cette jauge de contrainte, c'est ce qu'on appelle le facteur de jauge. Donc le facteur de jauge, c'est le lien entre le delta R sur R et le delta L sur L. Donc ça, il faut l'avoir vu au moins une fois pour savoir ce que c'est, parce que dans les documentations techniques, très souvent, ils ne le rappellent pas. Bon, après, on peut regarder sur Internet rapidement ce que c'est et on le comprend assez vite. Donc typiquement, là, sur les jauges de contrainte que je vous ai présentées, donc celle qui est jaune, donc vous avez la longueur de jauge équivalente, c'est 8 mm. Donc les jauges de contrainte sont souvent très très petites, hein, c'est même des fois fait par micro-usinage ou même des fois on peut très bien faire une jauge de contrainte d'ailleurs sur des circuits imprimés, souples par exemple, et puis voir les déformations, donc ça peut se faire sur des choses comme ça. Les facteurs de jauge ici c'est de l'ordre de 2, donc le facteur K il est rarement, c'est pas des très grands ordres de grandeur, hein, donc c'est souvent proches de l'unité. Et puis donc vous avez toutes les caractéristiques de cette jauge. Donc les valeurs typiques d'élongation qu'on mesure, c'est le pourcentage de variation. C'est à peu près ça, donc c'est à peu près pour ces ordres de grandeur. Après, il y a d'autres, bien sûr, capteurs qui permettent de trouver des déformations plus grandes que quelques pourcents. Il y a euh, plein d'autres systèmes, mais là, quand on utilise un effet résistif dans le cas d'une jauge de contrainte, eh bien, on a ces caractéristiques qui sont données ici, qui sont typiques. L'utilisation de bobines ou de condensateurs, on en avait déjà parlé. Alors, vous êtes en plein dans le cours de conversion d'énergie, donc ça tombe bien. Donc, je vous ai représenté sur la figure de gauche donc un circuit magnétique sur lequel on a mis un bobinage, donc on a mis un certain nombre de spires. Et puis, le circuit magnétique, il n'est pas refermé directement donc, sur lui-même, mais il est refermé sur lui-même via un espace, un entrefer delta X. Donc, cet entrefer delta X, il va être susceptible de varier. Et je vous ai rappelé la formule en bas, donc l'inductance, elle vaut n carré sur R, ou alors attention, R n'est pas la résistance, mais la réluctance donc associée à ce système, donc notamment liée à l'entrefer. Et donc cette réluctance, elle va être dépendante de l'entrefer. Donc en fonction de l'écart delta x, eh bien, on a une réluctance qui varie, donc une inductance qui varie. Donc si on arrive à mesurer la variation d'inductance, on peut retrouver notamment la variation de delta x, donc retrouver en fait la position du circuit rectangulaire bleu par rapport donc au circuit en U qui est à gauche. Un exemple d'application qui est donné à droite, vous avez un objet sur lequel vous avez collé donc, ce matériau magnétique, vous avez votre électrode donc, qui correspond au bobinage, qui est relié directement à un oscillateur, et puis ensuite bah, vous faites les tâches de mise en forme et puis les tâches de sortie. Donc là, le principe c'est qu'on vient détecter la variation de L par une variation de fréquence. Donc on insère ça dans un oscillateur, et donc du coup bah, vous allez après avoir cette variation qui va être tout à fait donc interprétable. On avait déjà parlé de la conversion fréquence, la conversion de fréquence utile dans les circuits de conditionnement, puisqu'on avait vu un principe où si on a un oscillateur en 1 sur 2 pi racine de LC, et bien du coup si le capteur a une inductance qui varie, bah, je sais retrouver via la variation de fréquence exactement cette variation d'inductance. On peut avoir des choses analogues avec
des variations de condensateur, donc où on a par exemple l'écart entre deux plaques d'un condensateur qui varie et qui vient changer la capacité, ou des effets capacitifs d'influence entre un condensateur et un conducteur par exemple, qui donnera à peu près les mêmes choses. Alors l'utilisation des piézoélectriques, elle est un petit peu plus compliquée à voir. Donc pour faire simple, un matériau piézoélectrique, c'est un matériau qui est neutre globalement, donc qui est électroniquement à autant de charges positives que négatives. Au repos, donc le barycentre des charges positives du réseau cristallin correspond au barycentre des charges négatives de ce même réseau cristallin. Et lorsque l'on comprime ou qu'on étire le piézoélectrique, eh bien, il y a une polarisation qui arrive, donc c'est-à-dire qu'il y a une différence de potentiel qui se crée. À l'inverse, si on déforme, si on applique une tension à ce matériau, eh bien, il y a une déformation mécanique, donc il se comprime ou il se dilate. C'est comme ça qu'on arrive à faire des micro-déplacements qui sont utilisés pour des petits déplacements, par exemple pour des microscopes électroniques, ou c'est aussi utilisé dans les dispositifs d'autofocus de caméra. Les exemples d'application en tant que capteur, on trouve ça en tant que capteur de force ou capteur d'accélération. Donc l'accélération, c'est-à-dire que vous imaginez qu'il y a une légère compression de votre piezo. Et donc vous venez détecter cette légère compression via une variation des charges et de la différence de potentiel à ces bornes. Si on fait des associations de matériaux maintenant, eh bien, on peut en faire des capteurs avec des matériaux particuliers. On avait déjà vu des associations de matériaux dans le domaine des semi-conducteurs. Si on fait un semi-conducteur P avec un semi-conducteur N, ou un semi-conducteur P avec un semi-conducteur intrinsèque et un semi-conducteur N, donc ce qu'on appelle une structure PIN, eh bien on a créé une photodiode, et donc les photons vont pouvoir être absorbés, créer un électron et un trou à chaque fois, et donc ça va créer un courant si la structure est bien faite. Donc ces associations de matériaux, ça va nous permettre d'avoir des capteurs dans le domaine entre autres optique, mais également dans d'autres domaines que l'optique. Si maintenant vous mettez deux métaux bien choisis, eh bien ces deux métaux vont vous permettre d'avoir une sonde de température, donc notamment vous allez faire ce qu'on appelle des thermocouples. Donc si vous faites certains alliages de métaux, la différence de potentiel apparaît et évolue en fonction de la température de cette jonction entre les deux métaux. C'est ce qu'on appelle l'effet Seebeck. Et donc là, vous avez sur le graphique des exemples de variations de différence de potentiel pour certains alliages bien particuliers en fonction de la température. Et donc vous voyez que en choisissant bien les matériaux, vous avez du coup une sensibilité qui va changer. Donc après, à vous d'adapter, de trouver les bons matériaux pour le domaine de température que vous voulez mesurer avec la sensibilité que vous souhaitez avoir. Mais typiquement, si vous prenez la meilleure sensibilité, là c'est nickel chrome et puis cuivre nickel, donc la courbe qui est tout à fait en haut, si vous avez une variation entre 200 et 400 degrés, vous aurez grosso modo une variation en dizaines de millivolts en gros de 15 jusqu'à 30 millivolts. Donc 15 millivolts de variation pour 200 degrés de variation. Donc la sensibilité, elle n'est pas forcément très grande ici. Donc qu'est-ce qu'il va falloir faire après? Il va falloir faire forcément du conditionnement pour amplifier cette sensibilité, c'est-à-dire amplifier la tension que vous allez recueillir pour une même donnée de température en entrée. Voilà, donc après, c'était juste un petit aperçu pour vous dire que il existe plein de capteurs, que ces capteurs-là, ils ont des caractéristiques différentes, ils peuvent avoir des besoins de telle ou telle solution de conditionnement, ou l'environnement d'application et celui-ci, et ainsi de suite. L'essentiel, je pense, de cette partie-là, c'est de voir vraisemblablement qu'on caractérise bien les capteurs avec une courbe de la grandeur de sortie par rapport aux mesurandes, et puis que ce sont des capteurs qui sont basés sur des effets physiques que vous avez plus ou moins rencontrés, par exemple, dans d'autres cours que les capteurs, et qui sont mis en application au profit de l'électronique des capteurs. Voilà, donc il nous restera juste quelques transparents après pour terminer complètement ce cycle sur les capteurs et acquisitions. Donc grand suspense pour ces quelques derniers transparents.